Alors que nous, sur les urgences vitales, ça représente qu'une faible partie quand même des urgences. Ça fait partie du métier, mais pas la grande majorité. On est sur du tout venant, où on est surtout sur de l'aide aux patients. Et en fait, on passe vraiment de l'altération de l'état général, la petite bobologie, aux choses plus graves. En gros, on ne sait pas vraiment comment se passe la journée. On sait que c'est un métier qui est difficile et qui est pénible. Bonjour et bienvenue dans le podcast Santé et Sécurité. Dans cet épisode, nous avons un entretien avec un professionnel venu nous présenter son métier. C'est le premier épisode avec ce type d'entretien où l'on vous présente un métier de la santé et de la sécurité. On espère cette année vous proposer d'autres portraits comme celui-là. Et pour cette première, nous recevons le docteur François-Xavier Moronval, médecin urgentiste à l'hôpital d'Épinal et au SAMU 88. À travers son portrait, vous allez en apprendre davantage sur le métier de médecin urgentiste, mais aussi sur le fonctionnement d'un service d'urgence et du SAMU. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour FX, merci d'être venu au micro du podcast Santé et Sécurité pour nous parler de ton métier, celui de médecin urgentiste. Alors, évidemment, j'ai tout plein de questions à te poser, mais avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs ? Alors bonjour à tous, donc oui, je suis médecin urgentiste depuis presque 10 ans maintenant, principalement à l'hôpital d'Épinal, et j'ai une activité assez variée puisque je travaille aux urgences, je fais des interventions en dehors de l'hôpital SAMU, je travaille également au centre 15 de régulation médicale, et j'ai une activité de spécialiste en médecine de catastrophe et un petit peu quelques notions d'hypnose, et pour finir responsable aussi du CESU qui est l'école du SAMU. Donc ça fait pas mal de choses. Alors quand on évoque le métier d'urgentiste, on pense souvent à la série Urgence pour les plus vieux ou pour les plus jeunes encore à Grey's Anatomy. La réalité, c'est pas toujours ce qu'on nous montre dans les fictions. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le métier de médecin urgentiste aujourd'hui en 2022 en France ? Alors le métier d'urgentiste, en effet, donc les séries médicales, on est sur quelque chose de très, il faut faire de l'audience, donc on est dans l'action très régulièrement, on est sur de l'urgence vitale. Alors que nous, sur les urgences vitales, ça représente qu'une faible partie quand même des urgences. Ça fait partie du métier, mais pas la grande majorité. On est sur du tout venant, où on est surtout sur de l'aide aux patients. Et en fait, on passe vraiment de l'altération de l'état général depuis des semaines à la petite bobologie, aux choses plus graves. Et en gros, on ne sait pas vraiment comment se passe la journée, mais, euh, mais c'est souvent quelque chose d'assez varié. Et voilà, il y a plusieurs aspects. Et pour moi, un élément qui est assez important, c'est la diversité. On essaye de mettre ça de plus en plus en avant, de ne pas être cantonné dans une seule activité aux urgences, mais de faire les choses de façon assez variée. D'accord. Du coup, est-ce que tu pourrais nous raconter comment ça se passe une journée de travail dans le costume d'un médecin urgentiste qui travaille donc dans un service d'urgence à l'hôpital ? Alors souvent, donc le matin, lorsqu'on arrive, c'est les transmissions, parce que souvent il y a bien sûr souvent des patients où il faut reprendre en fait les dossiers médicaux, des dossiers qui sont toujours en cours. Donc on a des transmissions entre souvent les équipes de nuit qui viennent de terminer la nuit, alors parfois la nuit blanche, c'est assez difficile. Et au petit matin, donc on commence par faire ces transmissions de patients. Et après, on va se répartir entre nous un peu les patients. L'objectif, c'est d'essayer d'avoir une charge de travail un peu équivalente entre les différents médecins. Sachant que dans les urgences, il y a différentes filières, c'est-à-dire qu'il y a des filières, ce qu'on appelle les filières courtes, c'est plus de la traumatologie, des choses qui sont censées être vues assez rapides. De la filière longue, c'est lorsque souvent on a de la des soins un peu plus qui nécessitent un peu plus d'examen, voire des hospitalisations, comme par exemple des douleurs abdominales ou des douleurs thoraciques. Et on a de la filière des chocages ou ce que je parlais tout à l'heure des urgences vitales. Après, on a d'autres filières spécifiques comme par exemple des filières spécifiques pour les AVC
où on sait que la prise en charge doit être le plus rapide possible. Donc, on a des filières spécifiques pour pas avoir de perte de chance pour les patients. On a des filières de traumatologie, de douleurs thoraciques. Mais voilà, donc en fait, on a des activités qui sont assez variées. Et dans la journée, on voit les patients les uns après les autres, sachant qu'on doit voir et les nouveaux patients qui doivent arriver de la journée même, mais également reprendre en charge les patients de la nuit qu'on nous a transmis, où il faut souvent leur trouver des places d'hospitalisation dans l'hôpital ou sur des prises en charge spécifiques. Et voilà. Alors après, bien sûr, on est des êtres humains, donc on est censé manger quand même aussi pendant la journée, donc on prend quand même des temps de pause de repas qui sont souvent quand même assez brèves. Souvent, c'est moins d'une demi-heure. Et ce qu'on fait, c'est qu'on est obligé en fait de se relayer, c'est-à-dire que on se répartit au niveau médical pour pas tous manger en même temps, mais pour qu'il y ait quand même une continuité au niveau des prises en charge. Donc voilà, et donc la journée s'enchaîne assez rapidement avec, en gros, on sait qu'on est prêt à recevoir tout n'importe quoi et qui peut se passer, on est prêt à tout en fait. Vraiment, une capacité des urgentistes, c'est d'avoir cette adaptabilité à pouvoir répondre à tout. Et donc, normalement, la journée se termine, nous, à 18h30, où c'est l'équipe de nuit qui prend le relais. Et sachant que c'est rare qu'on termine vraiment à l'heure, parce que on a des fois des patients, on a des prises en charge qu'on a quand même terminées, ou des fois on est sur des interventions en dehors de l'hôpital, par exemple, j'en sais rien, un accident de moto, ou qui se passe à 30 km de l'hôpital et on part en intervention à 18h15, on sait très bien qu'on ne sera pas rentré à 18h30. Donc on a des fois des journées qui sont un peu plus longues. Donc en fait, vous travaillez par période de 12 heures, c'est ça? Alors, en théorie, c'est 12 heures. Nous, c'est des journées de 10 heures, donc 8h30 le matin, 18h30 le soir. Et la nuit, donc c'est 14 heures, c'est un peu plus long la nuit. Mais en fait, la nuit commence à 18h30 parce qu'on s'est calé, nous, sur les rythmes infirmières pour avoir des rotations médecins-infirmières pour avoir un peu une coordination au niveau des transmissions dans les soins des patients. D'accord, et un service d'urgence comme celui dans lequel tu travailles, un médecin voit combien de patients sur sa période de travail environ? Vous avez des stats là-dessus? Alors, j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est assez variable. On va dire en moyenne, c'est une trentaine, 20-30 patients par jour, sachant que c'est vraiment variable parce que ça peut être beaucoup plus si on fait de la filière courte, où donc ça va aller très vite et on peut enchaîner beaucoup de patients en même temps. Et ça peut à la fois être beaucoup moins si par exemple on est sur un gros déchocage avec un patient, même juste deux patients très lourds à gérer. Ça peut m'arriver une fois d'avoir juste eu deux ou trois patients à prendre, des cas très graves avec par exemple des enfants qu'il faut équiper complètement, où ça peut prendre énormément de temps. Donc c'est assez variable. FX, merci pour tes réponses. Donc, tu l'as évoqué un petit peu, un médecin urgentiste peut aussi travailler dans un SAMU comme médecin intervenant, donc à l'extérieur, tu en as parlé, ou comme médecin régulateur. Comment ça se passe, la transition entre ton service, enfin ton emploi dans le service d'urgence et ton emploi au SAMU? Est-ce que c'est quelque chose qui est totalement, enfin la barrière est transparente? Ou est-ce qu'il y a des gardes, comme tu l'as évoqué, en unité courte, en déchocage? Est-ce que le matin quand vous arrivez, on dira: «Toi, tu seras en filière courte, toi, tu seras en filière longue, toi, tu seras au SAMU»? Comment ça se passe cette différenciation? Alors exactement, on a en fait, on a des postes spécifiques, c'est-à-dire que on sait lorsqu'on arrive le matin, on sait que tel médecin est fléché sur le déchocage, tel médecin est fléché sur la filière courte, tel médecin est fléché sur les urgences et tel médecin est fléché sur le SAMU. Parce que nous, le SAMU n'est pas situé dans les urgences, on est à moins de 10 km de l'hôpital. On en reparlera après, je pense qu'on est sur une plateforme commune avec les pompiers. Et donc nous, c'est l'activité SAMU, donc de régulation au téléphone, c'est une activité qui est différente des urgences. Et on est obligé en fait d'avoir cette pré-répartition à l'avance parce qu'en fait, entre urgentistes, on n'est pas tous polyvalents. C'est-à-dire que moi, je fais partie des médecins qui font toutes les activités, mais j'ai certains de mes confrères, par exemple, qui ne font pas du tout de médecine de régulation au téléphone parce que c'est une activité auquel ils se sentent pas avoir ils
se sentent pas à l'aise et que c'est quelque chose qu'ils n'apprécient pas particulièrement, ce que je peux comprendre parce que c'est une activité qui est vraiment à part entière. Et d'un autre côté, on a également d'autres collègues, plus rares, mais certains qui font beaucoup d'appels au SAMU et qui sont un peu moins présents au niveau des urgences. Et ça, en fait, c'est quelque chose auquel on essaye actuellement plutôt de lutter, dans le sens où on essaye que les médecins urgentistes soient le plus diversifiés possible et fassent toutes les activités. Parce que, bon, ça c'est un de mes avis personnels, mais c'est, on sait que c'est un métier qui est difficile et qui est pénible, et le fait d'avoir quelque chose de diversifié, pour moi, ça permet d'augmenter la durée de vie, on va dire, d'un urgentiste en variant les plaisirs, quoi. Donc voilà. Après, donc lorsqu'on est au, au centre 15, donc au SAMU, et ben en fait, la journée, on n'a pas le choix. En fait, là, on prend les appels les uns après les autres. Donc nous, dans les Vosges, il n'y a qu'un seul médecin régulateur. Dans d'autres départements, il peut y avoir plusieurs médecins. Souvent, un médecin plus expérimenté et un plus jeune récupère les conseils de son confrère. Donc là, dans les Vosges, on est tout seul et en fait, on enchaîne les appels les uns après les autres. Et là, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, c'est difficile d'aller faire une pause repas pendant 30 minutes et de dire bon bah je vais manger et puis les gens attendront. Donc là, on est obligé de manger devant son poste. Donc c'est un peu particulier parce que on prend souvent quelques secondes pour aller se faire couler un café à côté ou prendre un plateau repas et on mange devant le poste. Et pareil, lorsqu'on va aux toilettes, par exemple, c'est souvent assez bref. Mais bon, ça fait partie du rythme un petit peu qu'on s'habitue, en fait. Et là aussi, vous y travaillez sur des périodes de 12 heures? Et on est calé sur les mêmes horaires, en fait. C'est comme aux urgences. On essaie d'être, sinon ça aurait été trop compliqué pour les relèves. Donc c'est 8h30, 18h30, c'est exactement le même principe. Après, un élément qu'on n'a pas encore parlé, c'est que certains d'entre nous font des journées de 24 heures. Certains veulent travailler donc ça fait débat, mais certains médecins veulent travailler que en 24 heures, d'autres refusent, et d'autres alternent un petit peu entre les différentes plages. Et on peut très bien, par exemple, comme ça m'est arrivé pas plus tard que hier, où j'étais posté la journée au SAMU et le soir aux urgences. Et en fait, c'est un de mes confrères qui était aux urgences qui est venu en fait me relever au SAMU et moi qui ai après repris sa place aux urgences. Donc en fait, on change de poste en fait pendant la journée. Ah oui, quand même, parce que, mais même 12 heures, sans aller jusqu'aux 24 heures, mais tu peux passer 12 heures complètement au téléphone sans t'arrêter, en fait? Oui, c'est ça. Après, c'est pas au téléphone non-stop non plus. On va dire qu'il y a quand même des petites périodes où il y a un petit peu moins d'activité téléphonique, mais on peut, sur certaines journées très chargées où on a énormément d'appels, en effet, on peut passer 10 heures, voire 14 heures, oui, non-stop au téléphone. Voilà, on arrive à prendre quelques petites pauses quand même, mais c'est assez bref. Mais bon, après ça, on s'habitue en fait après. Alors FX, tu travailles au sein du SAMU des Vosges et la particularité de ce département, c'est que vous êtes un des rares à avoir réuni sur une même plateforme le 18, le 15 et le 112. Et récemment, le député Matras a fait promulguer une loi qui porte son nom, qui prévoit la mise en place du numéro unique d'urgence pour la France. Et cette question du numéro unique a refait surgir cette fameuse guéguerre blanc, rouge ou SAMU pompier. Et du coup, j'avais envie d'aborder ce sujet avec toi. D'abord, est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps cette plateforme, unique 18 15 112 existe-t-elle dans les Vosges? Alors nous, la plateforme, elle existe dans les Vosges officiellement depuis 2018. En fait, on a un peu une particularité dans les Vosges, c'est qu'en fait, avant cette plateforme unique, le SAMU était déjà situé dans les mêmes locaux que le SDIS, donc le centre d'appel des pompiers. On était juste dans la pièce d'à côté. C'est-à-dire que on a juste une vitre en fait qui nous séparait, qui pouvait être ouvert en fait qui pouvait être une baie vitrée en fait qui pouvait être ouverte en cas de catastrophe ou de gros événements. Mais on avait déjà les équipes qui se connaissaient déjà, notamment les ARM, les assistants de régulation médicaux du SAMU et les opérateurs pompiers. Donc ces équipes qui se connaissent déjà, et en fait il y a eu donc énormément de réunions de travail auxquelles donc moi j'ai pas vraiment participé parce que j'avais d'autres projets à l'époque, notamment le Césure, j'en parlais tout à l'heure.
Mais il y a eu énormément de réunions, de travail pour organiser cette plateforme qui donc a vu le jour en 2018, au mois de juin, et qui du coup est toujours opérationnelle depuis 4 ans là maintenant. Et donc maintenant dans les Vosges, que les gens fassent le 18, le 15 ou le 112, l'appel aboutit sur le même poste, le même ordinateur, le même téléphone, et qui en fait atterrit de façon ce qu'on appelle nous le front. Et en fait au niveau de ce front, il y a une prise d'appel en alternance, soit par une personne du SAMU, donc un ARM, ou soit un opérateur pompier. Donc c'est des appels qui se font en alternance, et les ARM décrochent aussi éventuellement des feux si ça tombe sur eux à ce moment-là. C'est en fait un appel sur deux. Ah oui, d'accord, c'est pas, il y a pas d'appel différencié, en fait. Il y a certaines plateformes mixtes en France où quand tu fais le 18, tu tombes sur un opérateur pompier, quand tu tombes sur le 15, tu tombes sur, un ou une ARM, mais ils sont physiquement au même endroit. Là, non, les 2 appels sont pas différenciés, en fait. Non, les appels sont pas différenciés. En fait, le front, c'est deux personnes qui sont assises, ils sont l'un à côté de l'autre. C'est deux postes l'un à côté de l'autre qui prennent les renseignements, et après, en fonction du motif d'appel, si c'est un problème de feu ou pompier, ça passe au bac 18, et si c'est un problème médical, ça passe au bac 15. Où habituellement les appels arrivent sur moi, donc souvent ça passe du front office au médecin régulateur, ce qui permet d'avoir, par exemple, quelqu'un qui va faire le 18 pour un accident de la route. Les pompiers vont être engagés, et après, moi, je vais recevoir directement l'appel. Et si c'est un problème médical, de la même façon, un problème de fièvre, ça va arriver que les gens fassent le 15 ou 18 sur une seule personne. Et après, la deuxième personne qui aura au téléphone, ce sera le médecin régulateur. Et en cas de débordement, c'est-à-dire que si on a trop d'appels, à côté de moi, il y a deux autres assistants de régulation qui prennent en fait les autres appels, et qui après me repassent ces appels éventuellement s'il y a besoin d'un avis médical complémentaire. Et lorsque les pompiers ont fait leur intervention et qu'ils doivent passer le bilan, ou les ambulanciers, il y a un numéro spécifique en fait qu'ils appellent. Donc ils repassent pas par le front en fait comme les gens habituellement le 15 ou 18. Il y a un numéro à 10 chiffres qui passe par ce numéro-là, et en fait ils vont avoir donc l'assistante de régulation qui prend tous les bilans pompiers, ambulance, puis après qui me transmet éventuellement si besoin pour la suite de la régulation. Donc juste pour clarifier, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, lorsque vous voyez les pompiers ou les ambulanciers privés intervenir, voilà, intervenir, eux, systématiquement, ils doivent rendre compte au médecin régulateur de la plateforme du SAMU pour rendre compte de leur bilan, voilà, pour reprendre ton terme. Oui, c'est souvent la destination, quoi. C'est vers quel hôpital on va. Et puis ma mission, en fait, c'est que les gens soient orientés vers l'hôpital avec le bon plateau technique. Alors du coup, quel est ton retour d'expérience à toi sur cette plateforme unique? Est-ce que, à ton sens et de ton point de vue de médecin régulateur, évidemment, est-ce que ça rend la gestion des secours plus performante? Est-ce que ça, permet une régulation médicale plus performante? Ou à l'inverse, est-ce que cette réunion de ces différents numéros, donc le 15, le 18 et le 112, est-ce qu'au contraire ça complique les choses? Alors moi, en fait, j'ai eu une expérience qui était très faible, hein, vu que, comme j'expliquais tout à l'heure, on était situé dans les deux PS à côté. On a déjà presque plus ou moins déjà été un peu sur ce mode de fonctionnement, même si c'est un petit peu optimisé maintenant. Et selon moi, en effet, ça permet d'avoir un peu moins d'interlocuteurs. Lorsque les gens appellent, ils ont moins à répéter 3 fois ou 4 fois la même chose. Là, ils ont première personne au téléphone, ils vont donner les renseignements, et après la deuxième personne, ce sera le médecin qu'ils auront. Donc souvent, ça permet un peu de simplifier. Et il y a quelque chose d'assez intéressant. Donc c'est tous les départs réflexes qui ont été mis, c'est-à-dire que depuis le front, donc dès l'appel en fait, la première personne qu'ils ont au téléphone, ils peuvent engager des pompiers sur une urgence vitale. Et dans un deuxième temps, lorsqu'on passe l'appel, ça arrive de temps en temps que les pompiers sont déjà en route, ce qui permet de passer le message aux gens que les pompiers sont déjà en route, et que maintenant, parce que c'est souvent le stress des gens, c'est d'avoir des moyens, ce que je comprends, d'avoir des secours le plus vite possible.
Et là, je leur fais passer le message que les secours sont en route. Donc voilà, les secours arrivent et que entre-temps, moi, j'ai besoin d'avoir plus d'informations pour savoir si j'ai besoin en plus envoyer un médecin tout de suite parce que on a des capacités médicales qui sont pas illimitées dans les Vosges. Donc on a absolument besoin d'avoir une estimation de la gravité dans la gravité, quoi. D'accord, j'allais justement te demander de décrire comment se passait un appel au 15, mais du coup tu viens de le faire finalement. Donc quand on appelle le 15, il y a une prise d'appel, si j'ai bien compris, par l'ARM, l'assistant de régulation médicale ou l'opérateur pompier qui va saisir, l'adresse, le motif de la demande de secours. Il va engager des secours réflexes si c'est nécessaire, et dans un deuxième temps, il transférera l'appel au médecin régulateur qui lui affinera le process de secours, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. C'est souvent, on me dit des fois, voilà, je te passe monsieur un tel qui est à telle adresse. Et puis après, on m'explique en 2 mots succinctement ce qui se passe. On va dire, par exemple, voilà, il a mal au ventre depuis 3 jours. Et soit ils me disent, j'ai rien engagé. J'ai rien engagé, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est parti. Et quelqu'un qui a mal au ventre depuis 3 jours, et du coup, c'est ma mission après, donc d'aller poser des questions et d'aller rechercher des éléments de gravité pour savoir si cette personne-là, est-ce que il a mal au ventre depuis 3 jours, mais il pourrait éventuellement juste voir son médecin traitant dans la journée et ce serait suffisant. Est-ce que il y a des éléments qui m'inquiètent un petit peu, et dans ce cas-là, il va falloir, s'il peut pas se déplacer, que je lui envoie une ambulance pour l'amener à l'hôpital. Et dans quel hôpital aussi, parce que si je pense à un problème, par exemple, éventuellement chirurgical, que je pense qu'il va falloir lui faire un scanner. Il y a certains hôpitaux qui n'ont pas de scanner, donc il va falloir que je le dirige vers un hôpital qui a un scanner, parce que sinon ça sert à rien de m'amener sur un hôpital où on ne peut pas faire de scanner. Et si j'ai des éléments encore plus graves, par exemple, j'ai une suspicion d'aorte qui est en train de se déchirer, par exemple, donc de se disséquer, là, je peux engager des pompiers dans un deuxième temps. Donc voilà. Et si dès l'appel, il y a déjà des signes de gravité, par exemple quelqu'un qui va appeler pour son mari qui vient de s'effondrer, qui est en arrêt cardiaque, ou quelqu'un qui appelle et qui arrive à peine à parler, qui est en grande détresse respiratoire, on peut faire partir donc les pompiers immédiatement, et soit on passe l'appel en disant voilà, j'ai déjà engagé les pompiers et puis je te passe le monsieur, et c'est à moi après à prendre la décision. Est-ce que oui, par exemple sur un arrêt cardiaque, je vais faire partir une équipe médicale en renfort tout de suite, mais par exemple si c'est sur une crise d'épilepsie, je vais peut-être pas faire partir tout de suite une équipe médicale, parce que si c'est quelqu'un qui fait régulièrement des crises d'épilepsie et que là il fait une crise d'épilepsie, je vais peut-être attendre que les pompiers arrivent sur place, ou à ce moment-là la crise sera peut-être terminée. Donc voilà. D'accord, et cette recherche de gravité, qu'elle soit faite par les opérateurs pompiers, les ARM ou par vous, les médecins régulateurs, elle se fait, fort de votre expérience et de vos formations? Ou est-ce que vous avez une grille d'aide à la décision, informatique, lorsque vous saisissez la demande de secours? Enfin bon, je rentre un peu dans les secrets du SAMU et de ces centres d'appel, mais, comment ça se passe du coup? Alors pour les off-front, c'est des grilles, oui, c'est des algorithmes en fait. Donc il y a des questions assez précises qui sont posées, et c'est oui non, et puis à la fin c'est le logiciel qui va dire envoi de moyens ou pas envoi de moyens. Et ça, c'est pas au front que ça se décide, c'est en fonction ça peut engager, s'il y a un oui au bout d'un moment et que c'est un élément qui déclenche, et ça va déclencher. Voilà. Et après, par contre, lorsqu'on a l'appel au niveau du médecin régulateur, pour l'envoi de moyens, là après, c'est vraiment en fait l'expérience du médecin régulateur. Nous, il y a des formations, il y a des DU de régulation. Donc moi, j'en ai pas passé, j'ai pas de DU de régulation, mais c'est sur de l'expérience en fait, au fur et à mesure. Et il y a beaucoup de choses. En fait, la régulation, c'est pour ça que ça peut faire peur à certains médecins, parce que ça peut être à risque. Parce que si on passe notre temps à envoyer les équipes médicales, donc des SMUR, sur toutes les interventions, on va vite se retrouver sans moyens, et on va vite à mettre un peu le bazar sur tout le département. Et notamment que, par exemple, dans les Vosges, c'est les médecins des urgences qui partent en intervention, donc ça veut dire qu'en plus de ça, vous videz les services d'urgence des médecins, donc vous faites prendre des risques en plus, ça peut vite être compliqué. Et à l'inverse, si on régule trop serré, c'est-à-dire qu'on envoie
rarement ou jamais de médecin, et ben, il peut y avoir des prises de risques aussi après pour les patients. Donc il faut avoir un petit peu le bon équilibre et on peut vite se retrouver des fois sur des situations un peu compliquées des fois. Donc c'est toute la difficulté un petit peu du métier. Et on a aussi bien sûr la géographie à prendre en compte, c'est-à-dire que réguler dans les Vosges, c'est pas la même chose que réguler à Paris, c'est pas la même chose que réguler à Bordeaux ou même à Strasbourg. C'est qu'en fait, on doit vraiment connaître le département avec le plateau technique, les hôpitaux, les distances, etc., etc. Et tout ça, ça se fait un petit peu avec le temps et l'expérience. Et encore une fois, on régule vraiment pas de la même façon d'un territoire à un autre. Et c'est là qu'on se rend compte de toute la difficulté de votre travail et de la prise de risque que vous prenez aussi. On a en tête quelques affaires qui ont été médiatisées avec, des issues, dramatiques, à l'issue. Le rôle du médecin régulateur et du coup, on le comprend par ce que tu dis, c'est une très grande responsabilité, en fait. Après, oui, et il y a quelque chose qui est très difficile aussi, c'est qu'en fait, on n'a pas les gens sous les yeux. Et que, bon, ça arrive de temps en temps, mais on a des gens qui vont des fois minimiser leurs symptômes. Par exemple, quelqu'un qui va faire un vrai infarctus, qui va dire que juste ça picote un petit peu dans la poitrine. Et à l'inverse de ça, on a des gens qui vont par exemple se blesser à peine au niveau du doigt, qui vont dire ça saigne en hurlant, comme si c'était une hémorragie massive. Et donc, on peut tous se faire avoir assez facilement sur soit des exagérations d'un côté ou soit des minimisations de l'autre côté. On peut avoir, donc c'est ça qui fait un petit peu la difficulté. Et ça, c'est quelque chose que je le vois régulièrement parce que justement, comme je disais tout à l'heure, lorsque par exemple la journée, je vais être au SAMU et la nuit, je vais me retrouver aux urgences, et je vais retrouver aux urgences la nuit les patients que j'ai eu au téléphone dans la journée. Et des fois, entre ce que les gens j'ai eu au téléphone dans la journée avec des symptômes assez spécifiques et que j'envoie avec une arrière-pensée aux urgences, et le soir, quand je revois le dossier où il en est, c'est des fois pas du tout le même tableau que ce que j'avais à l'appel, en fait. Et ça peut arriver que malheureusement, on est tous humains et bon, ça peut arriver que de temps en temps, même des gens, des fois, mentent un peu pour avoir des moyens ou pour avoir une ambulance pour aller à l'hôpital, en expliquant qu'ils n'ont pas de véhicule, que c'est pas possible d'aller à l'hôpital. Voilà, ça malheureusement, si les gens nous disent j'ai mal au ventre, je me sens pas très bien et personne peut m'amener, j'ai pas de voiture, j'ai pas d'amis, etc. On peut pas les vérifier, même si quelqu'un aurait pu les amener, on peut pas. Oui, vous êtes obligé de leur faire confiance, évidemment. C'est ça. Et voilà, moi je dis pas, ça arrive de temps en temps, malheureusement, qu'il y ait des abus, quoi. Donc, voilà. OK. Du coup, est-ce que tu peux nous dire ce que vous attendez des requérants qui vous appellent au 15? De quelles informations vous avez besoin pour être efficace? Et puis, si tu as un conseil à donner aux auditeurs qui, si un jour, on n'espère pas pour eux, mais s'ils avaient besoin de faire le 15, est-ce que tu aurais un conseil à leur donner? Alors nous, c'est essayer de garder à l'esprit qu'en fait, nous, les gens, on connaît pas le dossier. C'est comme si on vous racontiez l'histoire de ce qui se passe à quelqu'un qui sait pas du tout ce qui se passe. Donc, essayer de donner le plus d'informations possible et aussi garder toujours à l'esprit que au final, les gens, on les a pas sous les yeux. Donc, imaginez que vous appelez pour quelqu'un qui s'est blessé avec un couteau au niveau d'un bras. Vous dites il a une plaie. La plaie, ça peut être une plaie de 2 centimètres, comme ça peut être une plaie de 30 centimètres très profonde. Donc, essayez de décrire au maximum ce que vous voyez et bien sûr de rester quand même au maximum attentif aux questions que le médecin vous pose. Parce que nous, bien sûr, on sait que vous avez besoin de secours et nous, vous envoyer les bons secours, c'est notre métier et on a souvent des questions qui sont assez adaptées et on va aller tout de suite, nous, à la recherche des informations qui vont nous aider à prendre la bonne décision et vous envoyer surtout les bons moyens. Donc c'est voilà, essayer de, même si c'est facile à dire, mais de garder la tête froide et de répondre aux plus simples questions et de donner les informations qu'on vous demande, tout simplement. Parce que voilà, ça peut arriver qu'on est sur par exemple, on sait très bien, c'est quelqu'un qui est en arrêt cardiaque, bon je prends la situation extrême, mais quelqu'un qui va être en arrêt cardiaque, c'est probablement qu'il faut débuter le massage cardiaque le plus tôt possible et que souvent, bien sûr, nous on fait partir les pompiers, on fait partir une équipe SMUR du SAMU,
Mais tant que les pompiers sont pas là, personne ne débute le massage cardiaque à part vous qui êtes à côté. Et en fait, nous, ce qu'on essaie de faire passer comme message à ce moment-là, c'est que c'est à vous de débuter le massage cardiaque et que les secours, dans tous les cas, arrivent. Mais malgré ça, on a des fois des gens qui sont un peu en état de choc et qui sont omnibulés à envoyez-moi des secours, et qui n'arrivent pas à passer ce cap-là et qui, malheureusement, impossible de leur faire débuter un massage cardiaque. Euh, voilà, donc mais c'est lié aussi en partie au contexte du stress aigu qui est totalement compréhensible. Mais voilà, donc on essaie de faire passer des messages clairs. Alors aujourd'hui, c'est un secret pour personne. On voit tous les jours des services hospitaliers, notamment des services d'urgence fermés par manque de personnel. Notre système de santé actuel souffre d'un manque de personnel hospitalier, d'un manque de professionnels libéraux aussi, alors que la demande de soins ne cesse d'augmenter. Selon toi, est-ce que la télérégulation que vous utilisez donc au sein du SAMU 88 est utile pour limiter l'embolisation des services de secours? Alors, des services de secours, oui, mais surtout des services d'urgence. Est-ce que c'est un levier, par exemple, pour limiter le transport systématique sur un centre hospitalier des patients par les pompiers ou les ambulanciers? Ou pour limiter aussi peut-être l'envoi d'équipes médicales qui sont, tu l'as dit, limitées en nombre? Avant de laisser FX répondre à cette question, peut-être devons-nous expliquer ce qu'est la télérégulation. D'abord, il y a plusieurs sortes de télérégulation. La première, elle se fait entre le médecin régulateur et l'appelant. Elle permet d'avoir une visioconférence ensemble via le smartphone du requérant, par exemple. C'est un outil qui est en essai dans quelques départements depuis peu. Ce nouvel outil permet au médecin d'optimiser sa régulation en pouvant évaluer plus efficacement la situation du requérant grâce à la vidéo. Cela peut aussi servir pour accompagner plus facilement le requérant dans la mise en place d'un geste de premier secours, par exemple comme un massage cardiaque. Mais ici, nous parlons de la régulation avec les services de secours et les sociétés d'ambulance. Le SAMU 88 a mis en place avec le SDIS 88 et les ambulanciers du département un logiciel commun qui permet d'optimiser la régulation des secours. Lorsqu'une équipe de pompiers ou d'ambulanciers est engagée par le SAMU sur une intervention, leur travail est de réaliser un examen secouriste de celle-ci, à l'issue duquel ils devront réaliser une régulation. C'est-à-dire contacter le centre 15 pour informer du bilan du patient, et à l'issue de ce bilan, le médecin régulateur décidera de l'envoi d'une équipe médicale et ou du transport de ce patient, ou pas d'ailleurs, vers un centre hospitalier. Au travers d'une tablette, les secouristes vont pouvoir transmettre directement au médecin régulateur les données de leur moniteur multiparamétrique comme un électrocardiogramme. Ils pourront aussi lui transmettre les images d'une plaie ou scanner un compte-rendu d'hospitalisation ou d'un examen médical ou encore une ordonnance. C'est de cette télérégulation-là que nous parlons ici. Allez, je laisse la parole à FX. Alors oui, en effet, ça peut avoir un impact. Alors après, d'après mon expérience assez minime, enfin en tout cas sur l'entrée des patients dans les urgences, parce que comme je disais tout à l'heure, nous on n'a pas le visuel des patients, et c'est principalement sur des photos qu'on peut avoir de plaies spécifiques où on peut se rendre compte que là c'est peut-être pas la peine de l'amener à l'hôpital pour une égratignure. Donc ça peut préciser un petit peu le type de prise en charge. Après, pour moi, ce qui est vraiment le plus intéressant, je pense, au niveau de la télérégulation, c'est surtout l'orientation des patients vers le bon hôpital. Et principalement, je pense à, notamment nous, on a la transmission des électrocardiogrammes, donc des enregistrements cardiaques, parce que quelqu'un qui va faire une douleur thoracique, au final, la confirmation d'un diagnostic d'infarctus, ça va se faire avec cet examen-là, cet électrocardiogramme. Et, euh, et en fait, le fait de pouvoir le faire directement à domicile, ça peut nous faire, par une équipe pompier ou ambulancier, donc télétransmis au médecin, au centre de régulation, et ça peut permettre donc de confirmer le diagnostic et donc d'envoyer une équipe médicale pour que le patient soit transporté directement dans le bon hôpital. Notamment nous dans les Vosges, par exemple, on n'a pas de plateau technique pour prendre en charge les infarctus avec une obstruction totale, enfin où il faut faire un examen, ce qu'on appelle une coronarographie,
pour déboucher les artères coronaires du cœur. Et cet examen-là, en fait, il peut être fait que sur Nancy. Donc en fait, si on a quelqu'un, par exemple, qui habite dans le nord des Vosges, pas très loin de Nancy, eh ben, ça peut valoir le coup de faire cet examen-là directement à son domicile et de confirmer le diagnostic et après de l'emmener tout de suite sur Nancy plutôt que de repartir au milieu des Vosges vers un autre hôpital et dans un deuxième temps, seulement après, de repartir sur Nancy, on perd un peu de temps. Donc ça permet pour moi, vraiment principalement d'optimiser la prise en charge des patients pour ça, mais aussi, par exemple, je parlais tout à l'heure des plaies, notamment par exemple des plaies de doigts où on peut l'envoyer vers un centre, par exemple d'SOS main spécifique. Voilà, par exemple. D'accord. Je te pose cette question parce que, à ma connaissance, je suis pas sûr que tous les SAMU de France et tous les services de secours pompiers, qui travaillent ensemble donc, utilisent ce système de télérégulation. Est-ce que tu sais si ça va devenir une obligation dans le futur ou quels sont les freins à cette utilisation puisque tout le monde ne l'utilise apparemment pas encore? Alors, bonne question. Alors là, du coup, j'ai pas toutes les compétences pour répondre malheureusement précisément. Après, je pense quand même que on va tendre vers ça un maximum parce qu'on sait que nous, on est toujours preneurs de tous les outils qui nous permettent d'améliorer la prise en charge des patients. D'autant plus maintenant, on parlait de problèmes d'effectifs et de services d'urgence qui ferment, donc on essaye vraiment d'optimiser et d'éviter d'engorger les hôpitaux et surtout on parle de plus en plus maintenant de filières. Hein. Je parlais tout à l'heure des filières AVC, filière infarctus, filière trauma center, donc tout ce qui est traumatologie. Et on essaye vraiment que les patients soient orientés tout de suite vers les bonnes filières pour optimiser les prises en charge. Et donc ces outils-là, notamment sur certaines filières spécifiques, permettent pour le coup vraiment d'optimiser tout ça et donc d'avoir du gain de temps et d'éviter d'avoir on va dire, du passage des patients d'un hôpital à un autre jusqu'à arriver vers le bon plateau technique. Donc, je pense qu'on va essayer de tendre vers ça. Après, ce qui est limitant, il y a très probablement une histoire de coût, hein, comme toujours, il y aura une histoire d'argent. Et puis après, probablement aussi de formation après des personnels et peut-être aussi de mise en place des dispositifs où c'est peut-être pas la même chose sur une plateforme commune que sur des centres différents et en fonction des départements aussi. OK, bah, écoute, merci pour ton point de vue, FX. Alors sur le podcast Santé Sécurité, on parle, aussi de santé et de sécurité au travail et nos auditeurs ont souhaité te poser quelques questions à ce sujet. La première, c'est comment, en tant qu'urgentiste, vous gérez les aspects santé et sécurité en intervention? Donc je pense que l'auditeur parle de SMUR. Dans sa question, il s'interrogeait notamment sur le risque routier, sur les prises de risque que cela peut comporter de se rendre en intervention ou de devoir transporter très rapidement un patient. Comment vous gérez cet aspect sécurité-là? Et après nous en tant qu'équipe smuriste, on est très dépendant aussi on a bien sûr on a des tenues d'intervention, enfin on a les rangers parce que lorsqu'on intervient principalement sur le bord de la route, et on a souvent des rangers, des tenues adaptées. On a bien sûr les gilets fluo. Et puis après, on est nous en tant qu'équipe SMUR, c'est pas nous qui allons baliser en fait la route, mais ça se fait avec les cônes via les pompiers. Et puis les forces de l'ordre, c'est surtout d'avoir les forces de l'ordre qui sont là après assez vite pour réguler un petit peu la circulation autour de nous. Et puis après, on essaye au maximum d'éviter les prises de risque au maximum pour les équipes, que ce soit pour les équipes médicales et secouristes, c'est au maximum malgré tout le patient, mais aussi les équipes avant tout, quoi. Et on essaye vraiment de se limiter, d'être assez prudent, même si ça peut arriver, c'est déjà arrivé sur des interventions qu'avec l'émotion ou de vouloir aller vite, on a déjà eu des fois des pompiers ou des infirmiers ou infirmières qui vont se blesser, qui vont par exemple se prendre à une porte dans la tête ou qui vont s'ouvrir avec une civière par exemple. Donc ça peut arriver. Si je peux apporter un peu d'eau à ton moulin, est-ce que vous avez des formations en conduite, je pense, pour les ambulanciers notamment? Alors oui, bien sûr. Alors j'ai pas parlé de ça du métier d'ambulancier, mais c'est vraiment beaucoup des compétences spécifiques et à part. Et ils ont en effet des stages de conduite en milieu
de vitesse, mais aussi sur des circuits, sur des conditions de neige notamment, ou de verglas spécifiques. Après, le rôle de l'ambulancier, bien sûr, c'est d'accompagner, enfin un des rôles, c'est d'accompagner l'équipe le plus rapidement sur place, mais avant tout, c'est ce qu'on dit toujours, c'est d'accompagner l'équipe vivante. Et il y a jamais, on n'est pas là non plus pour faire les cow-boys ou pas à Chicago. Enfin, c'est quand même malgré tout, de rester prudent dans la conduite et d'éviter d'avoir, parce que une autre chose aussi, c'est souvent les gens, lorsqu'ils nous voient arriver avec les gyrophares, la réaction, elle est vraiment imprévisible. On peut des fois avoir des gens qui vont donner des coups de volant à droite ou à gauche, ou qui vont carrément stopper le véhicule par peur, ou qui vont se mettre à rouler de façon aussi un peu rapide. Donc voilà, on essaie d'être quand même malgré tout très très prudent. Enfin, ils sont toujours très très prudents, quoi. Et ça peut arriver, c'est déjà arrivé de percuter des fois des animaux. Ça peut arriver. On avait eu il y a quelques temps dans les Vosges, on avait une équipe qui avait percuté malheureusement un cerf. Donc là, bien sûr, heureusement pas de blessés, mais c'est toujours quelques moments de frayeur à ce moment-là. Donc ça, on est voilà, toujours vigilant, même lorsqu'il faut rouler vite, c'est avec la plus grande prudence quand même. On l'a pas évoqué, mais une équipe SMUR dans les Vosges, c'est quoi? C'est un ambulancier, un médecin urgentiste et un infirmier anesthésiste, c'est ça? Alors c'est un ambulancier SMUR, c'est un médecin urgentiste, et alors nous, on n'a pas les infirmiers anesthésistes dans les Vosges, nous sont pas dans les VLM, c'est des infirmiers des urgences. Infirmiers des urgences, et on a une quatrième place qui est habituellement souvent prise par un stagiaire, que ce soit un stagiaire ambulancier ou un stagiaire infirmier ou un stagiaire étudiant en médecine ou sage-femme. Alors, on a vu une autre question qui nous a été posée en termes de santé et de sécurité au travail. L'auditeur demande comment vous traitez les aspects psychologiques du métier. Et il précise le stress avant une intervention, la pression des autres intervenants ou des proches du patient, les difficultés après une intervention forte et l'implication en cas de situation personnelle similaire. En fait, je crois que notre auditeur souhaitait t'interroger autour des risques psychosociaux de votre métier. Alors c'est souvent la préparation, c'est habituellement quand on se prépare quand on part en intervention SMUR, parce que par exemple quand il y a un patient qui arrive pas bien aux urgences en détresse vitale, souvent on n'a pas le temps de se préparer parce que on nous appelle, il est pas bien et puis on y va tout de suite. Donc on est tout de suite dans le feu de l'action. Et lorsqu'on part sur une intervention difficile, par exemple, on sait qu'on va partir sur quelqu'un qui est pendu ou sur un enfant qui est noyé ou voilà, enfin quelque chose de grave, il y a déjà toute une préparation où on va profiter un petit peu du temps de route. Alors après, c'est vraiment personne dépendant, mais on a des gens qui vont pas parler, qui vont rester concentrés, d'autres qui vont avoir besoin d'exprimer un peu les choses. On a un peu tous notre façon de faire en partant d'intervention. Moi, j'ai assez récemment découvert l'hypnose, et souvent, quand c'est des interventions difficiles, je me mets en auto-hypnose. Donc une espèce de transe légère qui me permet un peu de partir ailleurs, en fait, et d'être en fait plus serein lorsque j'arrive sur une intervention. Et voilà, donc on a un peu tous nos propres défenses, on va dire, et on se connaît aussi à force avec le temps, on se connaît un peu tous, et on sait que on va pas gérer le stress de la même façon, même si on le gère tous, bien sûr, sinon on ferait pas ce métier-là, parce que je pense qu'un urgentiste qui arrive plus à gérer son stress, c'est qu'au bout d'un moment, il y a quelque chose qui va pas ou qui va plus. Mais la gestion du stress, on la gère tous à notre façon. Donc certains vont la gérer avec de l'humour. Ça peut paraître paradoxal, mais l'humour peut permettre de faire passer énormément de choses. Ou d'autres personnes qui vont très peu parler, ou d'autres qui vont se dissocier complètement, ou se mettre des barrières, ou d'autres personnes parlent énormément. Donc c'est assez variable d'une personne à l'autre. Et donc voilà, mais en règle générale, quand on part en intervention, on parle assez peu, parce que je pense qu'on est tous un peu concentrés et on visualise un peu tous les gestes qu'on va faire. Par exemple, si je prenais l'exemple d'un pendu, on va un peu s'imaginer, voilà, il va probablement falloir lui poser une perfusion, il va falloir probablement l'intuber, il ne faut pas oublier le collier cervical. En fait, on ressasse un peu tous les éléments un peu importants qu'on va devoir dérouler. Et on part toujours aussi du principe que c'est le pire. C'est-à-dire que des fois, on nous annonce quelqu'un en arrêt cardiaque ou inconscient et le motif n'est pas toujours le même, mais dans notre tête, voilà,
est du coup plus rassuré si ça va mieux, mais on s'imagine souvent le pire d'emblée. Et après, donc, lorsqu'on a vécu l'intervention, et des fois on vit des interventions très, voire extrêmement difficiles, quand c'est vraiment très très dur, ce qu'on fait souvent, c'est on va faire un espèce de débriefing, enfin, on parle même de diffusing, c'est-à-dire qu'on va libérer un peu les émotions et on va essayer de faire parler un peu tout le monde sur son ressenti, comment tout le monde a vécu la situation, quoi. Et ça, c'est surtout important parce que pour moi, ça fait 10 ans du coup que je fais ce métier-là, donc je commence à faire partie presque des vétérans. Mais avec nous, je disais tout à l'heure qu'on a assez souvent des stagiaires, des étudiants, et puis mine de rien, eux, ça peut être leur première intervention. Il y a des fois des stagiaires sapeurs-pompiers apprenants qui peuvent être choqués assez facilement. Donc c'est assez important et je pense que c'est un des rôles aussi à ce moment du médecin régulateur du médecin urgentiste, je veux dire, pas régulateur, du médecin urgentiste, d'aller un peu faire le tour des équipes et puis de faire un petit peu parler tout le monde et puis d'avoir le ressenti un peu de tout le monde. Après, nous, on a la possibilité d'avoir une psychologue au travail, dans les équipes pompiers aussi. Et après, je sais qu'en tout cas, en concret, ça reste exceptionnel, voire ouais, plus qu'exceptionnel que les gens aillent voir les psychologues dans un deuxième temps. Mais souvent, le débriefing à chaud permet un peu de faire passer l'intervention. On va changer de domaine encore. J'aurais voulu aussi parler de formation avec toi, parce que c'est une de tes casquettes. Tu nous as dit que tu étais le responsable pédagogique du CESU 88. Alors, vous pouvez aller réécouter notre tout premier épisode sur lequel on vous explique, entre autres, ce qu'est le CESU, le Centre d'enseignement en soins d'urgence. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle formation vous délivrez, vous, au CESU 88? Qui sont les formateurs et à qui ces formations sont-elles destinées? Alors, donc le CESU, ça délivre ce qu'on appelle des AFGSU. FGSU, c'est formation, gestes et soins d'urgence. Pour faire assez simple, c'est des formations de gestes de premier secours. Donc, on parle de gestes qui sauvent pour les soignants et pour les gens qui travaillent dans les établissements de santé, comme les hôpitaux ou les EHPAD, par exemple. Parce que il y a plusieurs années, on s'était rendu compte que quelqu'un qui faisait un arrêt cardiaque dans la rue, il avait plus de chances de survie qu'à l'hôpital. Ce qui peut paraître paradoxal, mais c'est vrai que dans le monde des urgences, gérer un arrêt cardiaque, c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement. Dans un service de neurologie, par exemple, ou de dermato, c'est plus rare quand même de prendre en charge un arrêt cardiaque, voire exceptionnel, et heureusement. Et donc, on fait bien les choses que ce qu'on fait régulièrement, et c'est pour ça qu'on a mis en place ces formations-là pour le personnel soignant, notamment infirmières et soignants, pour que une prise en charge puisse être débutée le plus tôt possible pour éviter d'avoir des pertes de chance à l'hôpital. Et en dehors de l'hôpital, on a aussi, dans les soignants, bien sûr, il y a les dentistes ou les pharmaciens. On s'imagine très bien que quelqu'un qui va avoir une douleur dans la poitrine ou qui va se blesser, son premier réflexe, ça va être d'aller dans une pharmacie si c'est un milieu qui est un petit peu isolé et qu'il n'y a pas de médecin à proximité. Et si la personne se présente à la pharmacie, c'est bien que le pharmacien il sache quoi faire, notamment si le patient est en détresse vitale et s'il va pas bien. Donc c'est un peu cet objectif-là. Et ce qui diffère des formations secouristes classiques, c'est que là, vu qu'on est sur des gens qui ont des compétences médicales, on est sur une formation qui est plus basée sur des éléments médicaux et sur de l'objectif à atteindre en fait en termes de gestes de secours. Donc on est un petit peu moins, on va dire, militaire et algorithme que respire oui non, inconscient oui non, mais plus dans un objectif en fait de pourquoi on fait le geste. Et donc voilà, et donc en fait pour aller jusqu'au bout, on a en fait deux niveaux. On a la FGSU niveau 2 qui est vraiment pour les soignants, donc les gens qui touchent des patients, et la FGSU niveau 1 qui est pour des gens non soignants qui travaillent, comme je le disais, dans les établissements de santé. Ça peut être très bien les personnes de direction, comme les gens des cuisines ou les femmes de ménage, par exemple. OK, et vous délivrez d'autres types de formations que la FGSU? Alors oui, on a des formations. Alors après, ça dépend un petit peu des CESU en fait. On a des formations qui sont un peu plus spécialisées, que ça peut être en fait sur des formations spécifiques sur les gestions d'accouchement à domicile, ou ça peut être sur des formations de gestes d'urgence pédiatriques ou de régulation
ou d'attentats. En fait, on est sur des formations à chaque fois dans l'urgence pour du personnel soignant et sur des domaines un peu spécifiques. Et alors, qui sont les formateurs? C'est quoi? Ce sont les médecins, urgentistes seniors ou c'est vraiment une qualification, particulière pour exercer en qualité de formateur dans vos CESU? On part du principe que pour être formateur, il faut que ce soit des gens qui pratiquent absolument dans un service d'urgence. Alors, soit médecin, soit infirmier, soit aide-soignant, ambulancier, ça c'est pas un problème. Mais il faut que ça soit dans un service d'urgence. Donc en fait, soit aux urgences, soit dans des services d'urgence qui pratiquent de l'urgence, c'est-à-dire la réanimation, ou des services avec des scopes, comme par exemple des urgences neurovasculaires, là où il y a les AVC, ou des soins intensifs de cardiologie, ou du bloc opératoire, ou des urgences pédiatriques. Voilà, enfin des gens, on part toujours du principe qu'il faut que ce soit des gens qui soient dans le milieu de l'urgence et qui voient des urgences régulièrement. Si du jour au lendemain, une infirmière qui travaille aux urgences en a marre et décide d'aller travailler dans une maison de retraite ou dans une EHPAD, et ben en fait, elle va perdre sa qualification de formatrice parce que, vu qu'elle ne va plus pratiquer, elle perd en fait en qualité. Et nous, c'est des éléments qui sont importants dans ces formations, c'est que ça reste énormément basé sur du pratique et sur notamment aussi du retour d'expérience de chacun. Et en fait, la formation, elle se fait pour être formateur, c'est presque 1 an où il y a énormément de pédagogie et notamment nous, c'est beaucoup de pédagogie active, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de pas avoir, pas faire être trop scolaire et avoir, par exemple, des diaporamas avec des gens assis sur une chaise. C'est que là, être plus dans l'action avec des mises en situation, ce qu'on appelle de la simulation, où on fait des scénarios, où on met les gens dans des situations qui semblent réelles pour eux, où du coup on peut laisser faire les erreurs et puis dire bah voilà là tu as fait telle erreur et puis de débriefer un peu sur cette erreur là pour en situation réelle après ne plus le faire. Et donc sur de la pédagogie active aussi, ce qu'on appelle notamment, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais par exemple soit par type de jeu ou de ce qu'on appelle pédagogie de la découverte où les gens vont découvrir au fur et à mesure et apprendre comme ça. Enfin, c'est des éléments un peu innovant et qui stimule un peu la motivation et qui donc ancre plus en fait l'apprentissage et le comment dire de garder en fait après dans le temps en fait les compétences. OK, et du coup, vous déplacez dans les services ou sont les professionnels qui viennent, dans vos locaux, dans les locaux du CESU? Alors dans les services, c'est souvent pas adapté, il y a souvent pas de place les services sont assez petits. Donc oui, c'est dans nos locaux. On a des salles de formation déjà adaptées en fait avec le matériel et on a même dans nos locaux, on a une chambre de simulation où en fait on a recréé une chambre patient avec un mannequin et où du coup les gens peuvent se mettre en tenue de travail d'hôpital pour rentrer plus facilement dans leur rôle et ils utilisent du matériel, notamment ce qu'on appelle le chariot d'urgence, du matériel qu'ils retrouvent après en service. Donc l'objectif, c'est d'être le plus proche de ce qu'ils ont dans leur service pour que s'il leur arrive quelque chose, pouvoir réagir au mieux. OK, donc vous allez pas chez eux, ils viennent chez vous, mais c'est presque comme s'ils étaient chez eux, quoi. C'est un peu le but, ouais. C'est un peu le but. Après, alors juste pour aller jusqu'au bout du truc, en réanimation, ils peuvent faire ce qu'on appelle de la simulation in situ, où carrément ils vont rejouer des scènes dans des chambres de réanimation. Mais pour ça, ça nécessite souvent d'avoir un projet de service et du coup d'avoir un peu une chambre à disposition ou libre à ce moment-là. On sait que bon, les lits de réanimation avec le Covid, on a bien vu qu'on est un peu en pénurie de lits. Mais s'il y a certains services qui ont des chambres faites pour ça, et ben c'est aussi bien d'avoir euh, de s'entraîner à faire ça en simulation in situ. Donc c'est ce qu'on essaye de tendre vers ça. Et après, bon, on a encore un petit peu de retard en France, mais aux États-Unis, il y a énormément de services où ils ont carrément d'emblée en fait une chambre de simulation dans les services de réanimation. Par exemple. Dernière question et on va plutôt,
aller sur le plan politique. On a parlé tout à l'heure de notre système de santé qui est en souffrance et qui clairement a des difficultés de fonctionnement pour plein de raisons. Alors attention, question très difficile. Si toi, FX, tu étais au ministère de la Santé, quelles seraient tes propositions pour tenter d'améliorer notre système de santé et l'accès aux soins? Alors, c'est en effet une question qui est complexe. Je ne sais pas s'il y a vraiment de recettes miracle. Je pense qu'il y a énormément à faire de partout. C'est quelque chose qui est vraiment énormément complexe. Bien sûr, bon, il y a l'attrait financier pour les équipes, bien sûr, de revaloriser un petit peu et de donner un peu plus. Mine de rien, les salaires font que ça donne un attrait un peu plus pour le métier, hein, ce qui fait partie, voilà, ce qui est pas négligeable, mais également les conditions de travail avec c'est sûr, on n'arrête pas c'est un peu toujours les mêmes choses qui reviennent, mais un problème d'effectifs et d'avoir plus de personnel, c'est un problème pour moi qui est assez global. Il n'y a pas qu'une seule solution, c'est un peu de tendre vers partout. Et un élément aussi qui est important et qui a peut-être été un petit peu négligé ces derniers temps, c'est vraiment l'information de la population à l'accès aux soins. Où bon après, on est dans une société où on a tout de suite. On le voit maintenant avec la société un peu Drive, où on a tout à domicile, on a Amazon, on a McDo, on a Netflix, on a tout de suite, et on veut essayer de consommer de la santé un peu de la même façon que ça, et on se rend pas compte qu'en fait notre système de santé c'est pas du Drive, et que même en France par rapport à d'autres pays, on a quand même de la chance d'avoir des soins gratuits entre guillemets. Et voilà, malheureusement, je parlais tout à l'heure un petit peu d'abus, et des fois, il peut y avoir de l'abus. Et puis, il y a, je pense, aussi peut-être un problème d'information ou d'éducation un petit peu de la population à comment trouver les bons spécialistes et le médecin adapté aux soins, sachant bien sûr que on a bien sûr cette pénurie médicale où on a certains endroits, ce qu'on appelle les zones blanches, où les gens n'ont carrément plus de médecin traitant. Donc là, c'est bien sûr des mesures qui sont extrêmes, mais qui arrivent dans certains endroits du territoire. Donc ça, c'est encore un autre élément où notamment il y a de plus en plus un peu justement de politique d'attrait pour les médecins dans les territoires, et ça passe notamment par des maisons de santé où on a souvent, moi, lorsque je discute avec les jeunes médecins, ils veulent pas s'installer tout seuls et être isolés, ils aiment bien être un peu à plusieurs, et c'est ce que offrent en fait ces maisons de santé, souvent avec quelques médecins, avec un kiné, une ou deux infirmières libérales. Et ça peut déjà permettre un petit peu des maisons de santé comme ça de désengorger un petit peu. Et voilà, encore une fois, je pense que on parle beaucoup des salaires, on parle beaucoup du manque d'effectifs, on parle du manque de lits, on parle. Mais pour moi, ce qui manque aussi un petit peu, c'est ce manque un peu d'éducation de la population à quand et comment aller consulter le médecin. Eh bien, merci FX d'être venu au micro nous parler de ton métier de médecin urgentiste en service des urgences au SAMU. Hem, je vais te laisser la parole si tu veux faire un peu d'autopromo. Je sais que tu es présent sur les réseaux sociaux. Où est-ce qu'on peut te suivre? Quels sont les projets de FX, à venir? Oui, alors voilà, juste alors pour terminer, donc en effet, je suis principalement actif sur Twitter, et sur FX Moronval, et également sur Instagram où je parlais un petit peu tout à l'heure à l'instant même de un peu d'éducation de la population, et je vais essayer de plus en plus de tendre vers ça parce que c'est vrai que j'ai quand même une communauté assez conséquente, et l'objectif ça va être un petit peu de d'informer un peu plus les gens sur déjà sur mon métier, sur ce que je suis en train de faire là actuellement, mais également oui sur l'accès aux soins et sur ce qui se passe un petit peu aux urgences. Et donc mon projet qui est là fraîchement sorti, c'est la création donc d'une chaîne sur YouTube que j'ai appelée tout simplement DocFX, sur les coulisses des urgences, et mon objectif ça va être de faire passer un petit peu des messages sur les urgences et sur l'organisation des soins, et également des conseils en fait de prise en charge et de prise en soin. Donc si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à me retrouver sur ma chaîne où je vais régulièrement donc, vous donner un petit peu des informations. Eh bien, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout ça en description de l'épisode, comme ça vous pourrez, cliquer et y accéder, directement. Et c'est très gentil. Merci beaucoup.
Eh bien, merci FX. Très bonne continuation à toi. On souhaite une longue vie à ta chaîne YouTube. Encore merci d'être venu et puis à bientôt. Merci, c'est sympa. Et bonne journée à tous alors. J'espère que ce premier entretien sur un métier du monde de la santé et de la sécurité vous aura permis d'en apprendre davantage. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre des étoiles ou des cœurs sur votre appli de podcast, à le partager et à en parler autour de vous. Ça aidera beaucoup. Et comme dirait un podcasteur que j'adore, même si vous n'avez pas aimé, partagez-le quand même, on ne sait jamais. Si vous souhaitez voir un sujet traité en particulier dans cette émission, pour toute demande de collaboration ou autre, vous pouvez me contacter sur la boîte mail santé-sécurité.podcast@gmail.com. Je vous souhaite une belle journée, mais surtout, prenez soin de vous.